Et je suis ravie de faire partie de la première journée, de présenter dans vos premières journées. Ça me fait très plaisir d'ailleurs de vous assister je vous félicite justement pour les efforts que vous faites. Je parle de l'association, donc je connais son enthousiasme et en fait, sa motivation, donc je vous félicite pour ça, je vous félicite toute l'association. Donc on reste en fait dans le même thème, en fait, c'est le pronostic vital de la femme. Donc on a parlé de le docteur Pouar, il a parlé de la et de l'impact de la grossesse fonctionnelle et vitale de la patiente. Dans le même thème, c'est l'hémorragie de la délivrance qui, là aussi, elle a un impact important aussi vital. Ça, on le connaît tous. L'hémorragie de la délivrance, c'est la hantise en fait, de l'obstétricien, c'est le point faible de l'obstétricien, vu que c'est imprévisible, que parfois ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle patiente. C'est vrai que, pourquoi on présente ce thème, c'est surtout pour vous, c'est pour dénicher les patientes à risque, parce que c'est surtout ces patientes à risque, au moins chez lesquelles on peut éviter le passage à l'hémorragie de la délivrance ou au moins la traiter à temps. Donc, on compte sur vous justement pour dénicher ces patientes à risque. Et puis, autre chose, je sais que d'entre vous, il y a celles ou il y a ceux qui travaillent dans un centre de santé ou dans un centre d'accouchement, et au moins, il faut avoir les gestes à faire, donc les premiers gestes à faire pour au moins secourir. Et il faut savoir que les premiers gestes à faire, ils peuvent déjà éviter plus de 50% des patientes et d'éviter justement l'inévitable. Donc, si bien le facteur vital, mais ça peut toucher également la fonctionnalité, c'est-à-dire lorsqu'on fait, par exemple, une hystérectomie d'hémostase, lorsqu'on arrive au stade final de l'hystérectomie de l'hémostase, le risque de fertilité, c'est comme pour la GE aussi, donc vous avez atteint la fertilité de la patiente, et malheureusement, surtout chez la femme marocaine ou chez la femme arabe ou musulmane en général, la fertilité, ça compte pour beaucoup. Donc c'est vraiment une femme qui n'a pas d'enfant ou qui n'arrivera pas à avoir d'enfant, ou même si elle a des enfants, et même si elle a 2 ou 3, le fait qu'elle n'ait plus la possibilité d'en avoir, c'est un vrai blocage. Donc là, l'hémorragie de la délivrance, il faut savoir que l'hémorragie, on en parle lorsqu'on a des pertes sanguines au-delà de 500 millilitres, lorsque la patiente accouche par voie basse, et au-delà de 1000 millilitres lorsqu'elle dépasse les 1000 millilitres en cas de césarienne. Pour l'American College of Gynecologic Obstetrics, donc c'est les pertes sanguines au-delà de 1000 millilitres en général, mais dans les 24 heures. Ceci suppose que chaque patiente accouchée, il faut la surveiller au moins durant les 24 heures. Donc, la surveiller dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, parce que c'est ces 2 heures où on déniche les premiers saignements, mais il faut savoir qu'il y a également des patientes qui ne que tardivement. D'ailleurs, je me rappelle d'une patiente lors de mon résidana qui avait un hématome rétroplacentaire. On l'a accouchée, tout s'est bien passé et malheureusement, personne ne l'a surveillée après. Elle a commencé à saigner 4 heures après et elle est décédée sur son lit. Donc, pour vous dire qu'il faut vraiment surveiller toute patiente accouchée durant les 24 à 48 heures après l'accouchement. Et puis, l'hémorragie du postpartum grave, c'est lorsque vous avez des pertes sanguines au-delà de 1500 par césarienne et au-delà de 1000 millilitres par accouchement par voie basse. Donc, il faut savoir que c'est la première cause de mortalité, aussi bien que dans nos pays à nous, peu industrialisés, mais également dans les pays industrialisés. Ça reste quand même la première cause de mortalité de la femme, mortalité maternelle. Donc avec quand même 1600 morts maternelles par jour, ce qui est énorme, plus de 18% des naissances, donc vous avez à 18% des naissances, on a une hémorragie de la délivrance. Faut savoir que l'atonie ou l'inertie utérine, elle représente 80% des cas, et que malheureusement, on arrive quand même à l'hystérectomie d'hémostase, une fois sur 2500 pour l'accouchement par voie basse. Et vous voyez que la césarienne, même programmée, elle n'épargne pas contre cette hémorragie et on peut en avoir quand même une hystérectomie sur 250. Il faut savoir là aussi qu'il y a des différences entre les pays. Par exemple, si vous partez vers le pays anglo-saxon, on part
plus rapidement vers les hystérectomies d'hémostase. Donc c'est un chiffre un peu biaisé parce qu'il y a certains pays qui font le tout pour éviter cette hystérectomie d'hémostase, mais il y a certains qui partent rapidement parce que c'est le souci légal autour, et donc pour éviter justement le risque légal, ils vont rapidement vers l'hystérectomie d'hémostase, quoi qu'il en soit, quoi que la patiente soit unie ou multipare, donc c'est à peu près la même prise en charge. Bon, chez nous, en fait, on essaie le maximum de faire le geste chirurgical ou les gestes médicaux avant l'hystérectomie, bon, mais ça dépend de la parité de la patiente. Une patiente multipare, bon, après l'essai des autres traitements, si ça ne marche pas, on ne se donne pas beaucoup de temps, on fait l'hystérectomie d'hémostase, mais quand c'est une nullipare ou c'est une possipare, donc on essaie toujours justement de lui garder son utérus et de faire tous les gestes qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il faut savoir que les 2/3 des décès seraient évitables. Donc, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut une bonne prise en charge et surtout une bonne connaissance de la prise en charge. Donc, c'est quand on ne fait pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut connaître, il faut justement surtout les étapes, parce que ce que je dis toujours à mes résidents ou à mes étudiants, c'est que l'obstétrique en général, le facteur temps, il est primordial. La patiente, elle doit être suivie du début jusqu'à la fin de son accouchement. Et chaque élément qu'on fait ou chaque examen qu'on fait, il doit être noté sur le temps. Donc pareil pour moi, il faut noter sa durée. Pareil par exemple pour l'hémorragie de la délivrance, l'accouchement à telle heure, le saignement, on l'a noté à telle heure, et la prise en charge, tout doit être certifié par le temps, parce que c'est ça qui évite en fait la mortalité maternelle en cas d'hémorragie de la délivrance. Donc comme je vous dis, 2/3 des décès sont évitables si on les prend à temps. Donc un mot sur la délivrance. Donc il faut savoir que la délivrance normale, donc il faut qu'il y ait un utérus normal. Donc si vous vous rappelez un peu du côté anatomique, une musculature très abondante. Donc vous avez des fibres circulaires, des fibres transversales, plutôt circulaires, des fibres longitudinales, des fibres plexiformes. Ce n'est pas fait au hasard, c'est parce que justement ces fibres, lorsqu'elles se contractent, elles arrivent justement à enserrer les vaisseaux, et donc ces vaisseaux, lorsqu'ils sont enserrés, ça entraîne justement, ça entraîne une ligature, ce qu'on appelle la ligature vasculaire de Pinard. Et donc, après l'accouchement, c'est-à-dire après la délivrance, vous avez ce qu'on appelle la contracture utérine, et c'est cette contracture avec cette fibres musculaires qui font on a une bonne ligature artérielle qui évite le saignement et qui assure l'hémostase. Mais maintenant, si vous avez un utérus qui est affecté, que ce soit par un fibrome, que ce soit par une infection, que, par exemple en cas de chorioamniotite, que ce soit par une grossesse gémellaire, donc une surdistension, donc vous imaginez bien que ces femmes-là, elles auront du mal à contracter leur utérus, et c'est ces femmes-là, par exemple, chez lesquelles on peut avoir une hémorragie de la délivrance. Donc les mécanismes aussi protecteurs, vous avez l'hypervolémie. Donc, au cours de l'accouchement, on a une hypervolémie qui assure une reprise, une reprise due au saignement qu'on voit au cours de l'accouchement. Donc, il y a une hypervolémie qui assure la compensation de cette masse sanguine. Vous avez une autotransfusion qui est physiologique au cours de l'accouchement. Et puis, on a le terrain d'hypercoagulabilité. Donc, on a une augmentation des facteurs de la coagulation qui apparaissent en fin de grossesse et qui apparaissent encore plus au cours de l'accouchement et qui permettent d'apporter cet élément de coagulation. D'ailleurs, ce terrain d'hypercoagulabilité, si vous prescrivez par exemple la pilule, pourquoi on prescrit la pilule au bout du 21e jour? C'est parce que justement ce terrain d'hypercoagulabilité baisse sur les 20 jours ou 3 semaines. Et donc, c'est parmi les facteurs pour lesquels on prescrit la pilule un peu tardivement. Ajouté à cela, il faut savoir qu'également le cycle menstruel, il commence à partir du 18e jour. En fait, la première sécrétion de FSH, c'est au 18e jour. Donc, ce terrain d'hypercoagulabilité, c'est ce qui assure en fait une bonne hémostase. Oui, donc comme je vous ai dit, ce qu'on vous demande, c'est au cours du suivi, je sais que vous suivez la plupart, il faut savoir que votre quotidien, c'est la gynéco, ça prend une bonne partie de la consultation d'un médecin généraliste, et ce qu'on attend de vous, c'est de dénicher justement ces femmes à risque, ces femmes pour lesquelles il faut absolument demander à ce qu'elles accouchent dans un milieu hospitalier de niveau 3, où en fait c'est un milieu où on peut la prendre en charge. Et donc là, parmi les facteurs de risque, c'est l'âge de la mère. Donc vous avez
Voilà, donc c'est l'âge de la mère. Donc généralement, c'est plus en avance de l'âge, plus on voit qu'un taux qui augmente. Donc par exemple, entre 40 et 49 ans, vous avez un taux de quand même de 10 pour 1000, 10 pour 100 000, donc hémorragie de la délivrance. On a également l'origine ethnique, le niveau social, parce qu'il y a un problème de nutrition, de malnutrition qui fait que vous n'avez pas une bonne musculature. L'absence de suivi prénatal, bon là c'est parce qu'on n'a pas de facteur de risque. Et puis, il y a l'hématome rétroplacentaire, les facteurs de risque. L'hématome rétroplacentaire, vous connaissez ce que c'est. Donc, l'hématome rétroplacentaire, bon, c'est parmi les complications après éclampsie. Le placenta prévia, bon, par son insertion basse, là, bon, vous savez que le segment inférieur et la partie inférieure de l'utérus n'est pas bien muscularisée, donc on revient dans le même mécanisme, c'est qu'on n'a pas une bonne musculature pour assurer une contracture et une ligature de Pinard. Et bon, c'est ce qui entraîne en fait l'inertie utérine. Vous avez la rupture utérine, surtout que si elle est diagnostiquée tardivement. La césarienne, là aussi, c'est un facteur de risque, mais il faut savoir pourquoi c'est un facteur de risque. C'est surtout lorsqu'on est très lent au cours de la césarienne, lorsqu'on laisse saigner la patiente, ou parfois tout court. Vous avez une patiente qui a, par exemple, d'énormes, ce qu'on retrouve très souvent, d'énormes varices périutérine. Et là, si par exemple le chirurgien il est très lent, par exemple, il risque d'avoir saigné, de faire saigner ses vaisseaux, et ça risque justement d'entraîner une hémorragie de la délivrance. En fait, c'est pourquoi la césarienne? Parce que normalement la césarienne, d'ailleurs, on nous reproche souvent aux obstétriciens d'avoir une chirurgie saignante, c'est justement parce qu'on a appris une rapidité pour éviter cette inertie utérine. Donc la rapidité du geste, également, elle pèse pour éviter une complication vers l'inertie. La prééclampsie, là c'est l'hypertension associée à la protéinurie ou pas forcément, ou associée à des signes neurosensoriels. Donc la prééclampsie, là aussi, c'est par les facteurs prééclamptiques, les facteurs nécrotiques qui entraînent une anomalie de la cellule endothéliale et qui entraînent également le risque de l'inertie utérine, et aussi par les complications qu'elle engendre, notamment l'hémolyse, le HELP syndrome et l'HRP. Et puis aussi, il y a une part qui nous revient, c'est surtout l'utilisation anarchique de la médication au cours de l'accouchement. Donc l'utilisation de l'ocytocine. Malheureusement, on voit parfois dans des centres ou chez certaines personnes qui ont une manie très facile sur l'ocytocine, où on augmente très fortement la dose, où on prolonge, ou parfois on essaie d'augmenter la dose pour rendre l'accouchement très rapide. Bon, ça, c'est délétère pour l'accouchement et ça peut entraîner l'hémorragie de la délivrance. Que ce soit une durée de travail très longue, bon, c'est un facteur de risque, ou au contraire, une durée de travail très courte, surtout quand on cumule très fortement. Là aussi, c'est un facteur de risque et on doit assurer pour éviter justement cette hémorragie ou pour traiter le plus tôt possible. Donc là, c'est pour rappeler un peu l'hématome rétroplacentaire. Donc la fréquence, c'est 0,4 dans la population générale. Elle complique quand même 3 à 5% de l'hypertension. Pour la rupture utérine, heureusement, elle est rare, mais on peut la voir. Surtout maintenant, on a une augmentation des utérus cicatriciels. Donc, vous avez les patients descendent on voit de plus en plus de patientes avec un utérus cicatriciel. Et donc, la rupture utérine, donc, on pourrait la voir de plus en plus souvent. Pareil pour les utérus cicatriciels. On peut voir également par voie indirecte, l'hémorragie de la délivrance, c'est par la voie de la placentation, c'est-à-dire le placenta prévia, on la voit de plus en plus souvent, ou le placenta accreta, post-césarienne, et donc on verra plus ces patientes-là, donc avec de rupture utérine. Donc là, si on voit par exemple une rupture utérine, on a quand même 1,6 de risque de rupture sur utérus, c'est-à-dire avant le travail, donc c'est des spontané avant le travail, donc ce qui est c'est un taux quand même important par rapport en dehors du travail. Et puis on a l'utilisation des prostaglandines sur utérus cicatriciel, en bas du tableau, donc ça entraîne un risque très important. On a 25,5 de risque en cas d'utilisation de prostaglandines, le fameux cytotec ou l'artotec dont vous entendez parler. Donc il ne faut jamais l'utiliser sur utérus cicatriciel, ça peut engendrer une rupture importante, une rupture de l'utérus avec risque important. Donc, malheureusement, il y a les patientes qu'on peut dénicher, les patientes chez lesquelles on s'alarme et on reste à côté
et pour lesquels qu'on surveille de très près, mais malheureusement, il y a beaucoup de fois où c'est imprévisible, la patiente, tout se passe bien, aucun facteur de risque, l'accouchement se passe dans les délais normaux et malheureusement, elles font l'hémorragie de la délivrance. Donc c'est ça c'est le point noir en fait de l'obstétrique, c'est cette hémorragie. Et la grande majorité justement des femmes avec facteur de risque, là aussi, peuvent ne pas faire d'hématome rétroplacentaire, d'hémorragie du postpartum. Mais bon, au moins, on s'y attend lorsqu'on a donc au moins ces facteurs de risque, il faut les connaître et il faut s'y attendre chez ces patientes. Peut-être parce qu'on les traite justement à temps, peut-être là aussi que par exemple une femme à facteur de risque, on ne va pas la laisser dans un travail trop lent parce qu'on s'attend, on se dit cette patiente-là, elle risque justement l'hémorragie. On va donner une médication plus précoce. Donc, et là, par exemple, justement, on ne tombera pas dans l'hémorragie. Donc peut-être qu'on va prendre l'avance avant l'apparition de l'hémorragie. Parce que là, bon, en utilisant les moyens médicaux et les moyens mécaniques qu'on a. Donc ça, on en a parlé. Donc les étiologies, c'est surtout l'inertie utérine la plupart du temps. La rétention placentaire, donc c'est par exemple pour l'atonie utérine et la rétention utérine et placentaire, donc on a un geste qu'on fait qui est à la fois salvateur et qui fait le diagnostic. C'est quoi le geste? La révision utérine, justement. Donc il peut aussi bien nous faire le diagnostic, qui peut sauver également la 50%. Vous avez le placenta prévia, donc les plaies de la filière génitale. Donc déjà là aussi, c'est à l'œil nu. Donc en l'examen à l'œil nu, on peut voir déjà si on a l'épisiotomie, elle est mal faite ou on n'a pas pris le fameux V de l'épisiotomie. Donc on laisse la patiente saigner. Donc, là, il faut bien examiner, sous valve la filière génitale. La rupture utérine, et vous avez l'inversion utérine, bon, qui est très rare, mais utérine, on les voit surtout chez les patientes malnutries de bas niveau socio-économique. En fait, vous avez l'utérus qui se renverse comme en doigt de gant. Donc, vous avez tout l'utérus qui au lieu d'avoir, donc vous imaginez bien, donc s'il s'inverse, donc le fond utérin, vous l'avez à l'extérieur, donc cette contracture, elle manque et vous avez un saignement important. Bon, là, le traitement, il est très facile, c'est d'essayer de ramener justement par un coup de poing, c'est d'essayer de ramener le fond utérin vers l'intérieur, mais il faut maintenir à l'intérieur pendant un certain temps et donner du syntocinon le temps que l'utérus commence à se rétracter. Bon, c'est très rare, mais ça existe. Il faut savoir que ça existe. Bon, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois, mais on le voit aussi au cours de la césarienne. Il y a des fois où, par exemple, on retire le bébé et au cours de la délivrance, on a le fond utérin qui nous suit. Donc c'est un facteur plutôt génétique ou un facteur surtout de malnutrition, donc dû à un problème de musculature utérine. Donc là, on a dit, donc il y a également les pathologies de la délivrance, donc les anomalies d'insertion, ça on l'a dit, la présence de cloisons ou de fibromes, donc toujours par un problème de rétraction utérine, les placentas accreta, increta et percreta, malheureusement qu'on en voit de plus en plus souvent, on n'est plus à 1 sur 4000. On les voit maintenant trop souvent et professeur Selmi ne va pas me contredire là-dessus parce qu'on en a fait tellement cette année-là, bon, pas beaucoup mais quand même 3 ou 4 minimum, c'est ça. Donc malheureusement on en voit de plus en plus souvent pour les placentas, surtout les placentas accreta, percreta. Donc les préviens on les voit, mais accreta, percreta on en voyait 1 ou 2 par tous les 2 ans ou 3 ans. Actuellement, je peux vous dire, cette année, on en a vu tellement. Donc, c'est pour vous dire l'intérêt d'appliquer l'obstétrique, c'est-à-dire les accouchements, essayer d'accoucher la femme le plus possible par voie basse et n'admettre la césarienne qu'en cas vraiment de besoin. Donc, parce qu'il y a les complications autour. Et qui dit malheureusement placenta accreta percreta, c'est un grand risque hémorragique, un grand risque d'hystérectomie d'hémostase, un grand risque d'augmentation des transfusions de la femme et un grand risque de mortalité maternelle. Donc, et tout ceci, c'est dû à son utérus cicatriciel. Donc, il y a le terrain. Donc, une patiente qui est connue prééclamptique, éclamptique, maladie thromboembolique. Donc là, il faut s'y attendre à l'hémorragie et l'infection. Donc, il faut absolument, si vous suivez une patiente et que vous suspectez, elle vous fait une fièvre ou elle vous fait des leucorrhées, où il faut la traiter avant l'accouchement. Il faut qu'elle soit traitée avant l'accouchement parce que l'infection, là aussi, c'est un facteur de risque important. Ou également, au cours de l'accouchement, si c'est un accouchement qui dure dans le temps, il faut faire une antibioprophylaxie parce que plus la poche des os, plus le risque d'infection, plus l'hémorragie de la délivrance, elle est importante chez ces patientes-là.
Donc le diagnostic, il est facile. Bon, je vous l'ai dit, bon, il est facile lorsqu'on est habitué. Donc on peut généralement, juste à l'œil nu, on peut faire le diagnostic. Mais pour être plus objectif, et surtout lorsqu'on est débutant, il faut idéalement, c'est quantifier le sang. Le sang est versé, c'est-à-dire il faut mettre des sacs de recueil. Bon, c'est très facile normalement, donc c'est des sacs de recueil qu'on place. Heureusement, maintenant, les kits d'accouchement sont tous équipés de ces sacs de recueil, mais idéalement, c'est qu'ils soient gradués. Et donc, on peut, au cours de l'accouchement, on peut justement, on peut doser justement, on peut avoir une idée sur la quantité de sang qui a été éliminée par la patiente. Donc, les sacs de recueil, donc, comme je vous ai dit, donc, ça permet de faire le diagnostic. Donc ça, on l'a dit, c'est la première cause de mortalité et que les 2/3 sont évitables, là jusqu'à 87%. Vous voyez, même en France, bon, ça vient d'un article français où c'était plutôt une méta-analyse où on retrouvait quand même dans les centres français 87% étaient évitables. Traitement, donc là, quand on a fait justement cette méta-analyse, on s'est retrouvé qu'un traitement inadéquat et une médicalisation inopportune étaient la cause en 38%, que le retard de diagnostic, il représentait quand même 32%. Donc on voit déjà notre rôle à nous, donc ça représente déjà les 70%, c'est-à-dire entre un traitement inadéquat et entre un retard au diagnostic, ça représente 10% des patientes qui ont été mal prises en charge. La négligence de la patiente ou le refus, donc c'est 14%. La faute professionnelle, quand même, c'est 10%. Et puis, on a 7% de diagnostics non faits. Donc ça, c'est les cas de décès qui ont été déclarés de décès par hémorragie de la délivrance. Et on voit bien que déjà 70%, elles pouvaient être évitées. Donc, comment prendre en charge qui saigne? Pardon, excusez-moi. Donc, il ne faut surtout pas sous-évaluer. Parce que c'est ce qui arrive parfois, c'est qu'on se dit, la patiente, elle ne saigne pas forcément, surtout lorsqu'on on a fait un certain nombre d'accouchements, qu'on est fatigué, on veut faire vite, mais il faut savoir que chaque patiente, et là, elle pose, à chaque fois que la patiente veut accoucher, c'est un risque. Donc, chaque patiente, il faut la prendre en charge correctement, et il faut justement bien analyser le saignement, bien analyser l'état hémodynamique de la patiente, surtout sur lequel on insiste, c'est la fréquence cardiaque, parce qu'il faut dire que c'est le premier signe qui nous renseigne sur le risque de saignement. Donc toujours bien monitorer la patiente, un bon monitorage, c'est-à-dire une fréquence cardiaque, la respiration, la diurèse, il faut la prendre. Donc tout ceci, c'est important après l'accouchement. Et bien sûr, surveiller le saignement. Donc le problème de sous-évaluation, il existe. Et puis, il faut que la femme, il faut assurer, comme je vous ai dit, une bonne surveillance et être à temps et noter, comme je vous ai dit, une fois vous avez remarqué que la patiente saigne, il faut le noter. Il faut noter en fait l'heure ou le moment du saignement, parce que c'est une course contre la montre. Une fois vous voyez le saignement, notez quelle heure, et parce que c'est ça, c'est la prise en charge qui suit, qui est importante et qui fait que la patiente, elle peut basculer vers la vitalité ou vers le risque justement de décès. Donc c'est cette prise en charge qui n'est pas à temps. Donc pour le côté anesthésique, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est le réanimateur et l'obstétricien l'un à côté de l'autre. Donc le réanimateur, il doit s'assurer de tout ce qui est pris en charge sur le plan de sa masse sanguine. Donc il faut assurer une bonne voie veineuse ou 2 bonnes voies veineuses périphériques. Il faut assurer il faut prendre justement faut prendre son groupage sanguin, prendre justement les glycémie irrégulières. Il faut faire le bilan le plus rapidement possible. Et puis le côté obstétrical. Donc, on doit prendre en charge la patiente. Donc là, il faut assurer également une péridurale ou une rachianesthésie parce que ce n'est pas évident de faire une révision utérine alors que à vif chez la patiente, quoique on l'a fait à maintes reprises. Donc une fois le saignement, on n'a pas assez le temps pour passer la patiente au bloc. La patiente, il fut un temps où on ne faisait pas les péridurales pour les patientes, donc, parce qu'il n'y avait pas, parce qu'il y avait un seul réanimateur pour 30 ou 40 accouchements, donc on ne pouvait pas s'amuser à faire des péridurales pour tout le monde. Et on faisait malheureusement ces révisions à vif, mais idéalement, c'est d'avoir une patiente bien relâchée pour faire tous ces gestes justement salvateurs.
Donc, bon, c'est 3 grands axes. Il faut traiter la cause locale, obstétricale. Il faut un peu l'intervention vasculaire pour l'hémostase et le traitement et la prévention du choc hémorragique. Et là, c'est nos amis réanimateurs qui nous aident là-dessus. Donc, première des choses à faire, c'est une bonne révision utérine. Donc, une bonne révision utérine. Donc, une fois que vous avez le saignement, comme je vous ai dit, c'est un geste aussi bien salvateur que diagnostique. Donc, lorsqu'on fait la même, par exemple, si vous avez un accouchement au niveau de la salle d'accouchement, c'est-à-dire au niveau de centre d'accouchement, donc commencez lorsque vous avez un saignement, ne l'envoyez pas rapidement à un autre centre spécialisé, mais faites d'abord votre révision utérine. Essayez de sauver la patiente le plus possible, parce que déjà, cette révision associée à un massage utérin peut gérer le problème, avec bien sûr une association de médication au syntocinon. Après la révision, donc on peut, déjà le diagnostic, on peut savoir si c'est une inertie utérine, si c'est une rupture utérine, si c'est un placenta pas inséré. Bon, la rupture utérine, il suffit de faire entrer la main, bon, l'image là. Vous avez justement au cours de notre révision, donc on ramène le placenta, mais au cours de notre descente, on cherche toujours justement une perte de continuité au niveau du segment inférieur, enfin faire le diagnostic de la rupture utérine. Faire le bilan et la réparation des lésions obstétricales. Donc après la révision, c'est l'examen sous valve, bien examiner est-ce qu'il n'y a pas de déchirure, aussi bien au niveau de l'épisio qu'on n'a pas bien pris, ou la patiente n'a pas fait d'épisiotomie, chercher s'il n'y a pas des déchirures, surtout au niveau des cul-de-sac. Donc là aussi, comment faire? En fait, on a 2 pinces languettes. Donc vous avez le col, il ne faut pas avoir peur du col, donc on fait 2 pinces au niveau de la lèvre antérieure et la lèvre postérieure, on tire bien sur l'utérus, là je dis bien, il faut bien tirer, et on explore, on peut changer un peu nos pinces pour explorer en fait tout le pourtour des cul-de-sac, aussi bien antérieur que latéral que postérieur, et bien sûr déplacer les valves pour voir en fait l'épisio si on a, ou s'il n'y a pas de déchirure vaginale. D'accord? Donc c'est important cet examen qui doit être bien fait, parce que parfois on court rapidement vers l'acte chirurgical, alors que la patiente, elle saigne en dessous et vous n'allez pas résoudre le problème de la patiente. Un massage utérin, ça donne un bon résultat, le massage utérin. Ça agit pour les hémorragies de la délivrance peu sévères, modérées. Le massage utérin est d'une grande importance. En fait, mais c'est un massage qui doit durer quand même 5 à 10 minutes. Donc, on prend le globe utérin et on essaie de masser donc ça, pendant 5 à 10 minutes, tout en injectant du syntocinon. Ça permet d'aider le temps, justement, de faire de préparer le bloc ou de passer les solutés. Donc, c'est important de faire un massage et de savoir faire un massage. La réanimation, donc une surveillance pendant 2 heures en salle de naissance, les voies veineuses, ça on en a parlé, la surveillance de l'hémoglobine, l'oxymétrie du pouls, donc pas de bilan, mais anticipation d'une transfusion, donc il faut avoir le RAI, obligatoire. Donc ça on en a parlé, la réanimation de première intention, remplissage par des cristalloïdes, les antibiotiques selon le protocole, mais il faut, parce que justement, quand on fait des révisions, quand on fait la patiente elle saigne, il y a une pullulation microbienne qui fait qu'il faut traiter par une antibioprophylaxie. Et donc là, justement, c'est un arbre décisionnel, donc où ça montre les différents éléments qu'on fait, donc aussi bien du côté obstétrical que l'équipe anesthésique, et il faut surtout qu'ils s'entendent, les 2 équipes. Parce que parfois, on est tellement furieux contre ce saignement qui agit que des 2 côtés, on se sent que l'un ne fait pas le travail rapidement et c'est la hantise de l'obstétricien, parce que il est pris par le temps, il est pris par le risque de décès, et donc c'est un stress énorme. Donc, une fois le diagnostic, donc l'équipe obstétricale elle est avisée, on peut passer, lorsqu'on n'a pas le traitement médical ne marche pas, il faut passer le traitement chirurgical. Donc, une fois le traitement médical initial fait, généralement, c'est 20 à 30 minutes. On se donne le temps, juste 20 à 30 minutes, pour les premières prises en charge, le premier traitement, juste au syntocinon, le massage, la révision utérine. Par la suite, si ça ne marche pas, on passe aux prostaglandines, le fameux naladeur, ce qu'on appelle, c'est le sulprostone, sauf qu'il n'existe pas malheureusement sous tous les centres, au niveau des centres marocains. Et lorsqu'on ne l'a pas, il faut passer par contre directement au bloc chirurgical. Mais dans les centres où
d'un grand apport là aussi que le sulprostone. Bon, il suffit de donner là aussi, mais à partir de 30 minutes de prise en charge, on le donne là aussi sur 20 minutes et on attend. Donc 15 à 30 minutes après le diagnostic, il a une efficacité de 80%. Généralement, c'est une ampoule dans 50 cc qu'on passe en 20 minutes, et puis on passe 50 cc en 1 heure, une ampoule en heure. L'entretien, c'est 10 cc par heure sur 5 heures. Et là aussi, ça donne de bons résultats. Je vous ai dit 80% de chances de réussite. Donc là, c'est juste pour expliquer, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut savoir que pour le sulprostone ou le Nalador, donc pourquoi je vous dis le facteur temps est important, vous voyez, pour la première, lorsqu'on a fait le diagnostic tardivement ou on a passé le Nalador tardivement, ça donne moins d'efficacité que lorsqu'on le passe à temps, au moment opportun, ou dans les 30 minutes qui ont suivi l'hémorragie. Donc, il faut anticiper tout simplement. Une fois que vous avez un saignement, il faut appeler de l'aide. Il faut appeler les gens qui peuvent agir. Donc, si le gynéco ou si l'obstétricien n'est pas expérimenté, ou même s'il est expérimenté, parce que c'est un problème, comme je vous dis, un problème également légal, c'est un problème de risque de décès et le gynéco peut être poursuivi. Donc parfois, même s'il est expérimenté, on peut avoir du renfort parce que c'est ça qui permet de faire un bon établissement de l'état des lieux et qui peut nous montrer qu'effectivement, on a tout fait pour la patiente, à temps bien sûr, et que ça n'a pas marché ou que ça a marché. Donc idéalement, c'est d'avoir toute une équipe autour, de faire le diagnostic ensemble et de traiter ensemble. Donc une fois on a l'hémorragie, donc le risque justement de l'hémorragie, c'est le choc hypovolémique. Donc on le reconnaît à la pâleur, la froideur, la tachycardie. Les signes de CIVD, donc on peut avoir des épistaxis, mais malheureusement lorsqu'on arrive à CIVD, c'est qu'on a agi trop tard. Et puis les signes biologiques, donc chercher tous les signes biologiques, l'ANFS, le fibrinogène, le TP-TCA, et bien sûr les autres cofacteurs, on ne les demande pas trop souvent, mais s'ils sont là, c'est d'un grand apport. Ça, c'est les complications qu'on peut avoir en cas d'hémorragie. On peut avoir une oligoanurie avec carrément un risque d'insuffisance rénale, un risque d'insuffisance hépatocellulaire, un risque de syndrome de détresse respiratoire et l'œdème aigu des poumons, par exemple, si on remplit trop la patiente, un risque méningé, et on peut avoir la nécrose antéhypophysaire, le syndrome de Sheehan. Vous connaissez le syndrome de Sheehan ? Donc, c'est avec la fameuse aménorrhée post-accouchement où la patiente, elle perd sa fertilité malheureusement. Donc, comment diminuer cette mortalité ? Comme je vous ai dit, c'est un diagnostic précoce, des traitements spécifiques et surtout la prévention. La prévention, ça passe par la préparation des patientes à risque. Donc si tout ceci, si on a une plateforme radiologique, on peut proposer l'embolisation, mais l'embolisation, il faut avoir une patiente en bon état hémodynamique. Bon, l'embolisation, en fait, c'est on introduit, grâce à la radiologie, donc, un produit embolisant au niveau de l'artère qui saigne. En fait, ce qui a d'un grand apport pour l'embolisation, c'est qu'elle est sélective. Et généralement, on fait une artériographie, et cette artériographie, elle nous montre là où ça saigne. On peut envoyer un produit embolisant au niveau de cette zone-là. Mais malheureusement, ça demande un équipement important, ça coûte cher, et ça doit être, comme je vous ai dit, avant de rentrer dans l'hémorragie grave, c'est-à-dire déjà lorsque la patiente elle est toujours stable sur le plan hémodynamique. Et il faut une équipe bien expérimentée et bien rapide, parce qu'il faut justement que ce soit avant l'entrée en hémorragie sévère. Donc là, comme vous voyez, c'est la vascularisation utérine. Elle est très riche, c'est très plexiforme, très riche. Et donc, vous avez une suppléance vasculaire importante autour du corps utérin qui fait que lorsque vous allez emboliser, il faut chercher l'une de ces petites artérioles qui saignent. Et ce n'est pas évident, en fait. Il faut une équipe bien entraînée là-dessus. Autre chose, à quoi ça nous sert cette anatomie, c'est qu'en plus, lorsqu'on fait par exemple des ligatures vasculaires au cours de notre geste chirurgical, il y a toujours des suppléances vasculaires qui se font, et que même avec ces ligatures, l'utérus ne se nécrose pas, et même la fertilité, elle est préservée. C'est important de connaître en fait la vascularisation utérine. Donc vous avez la branche utérine parce que c'est ces vaisseaux-là qu'on va ligaturer. Donc vous avez
l'artère utérine, l'artère tubaire médiane, latérale pardon, qui vient justement de l'artère ovarique, et donc vous avez une artère vésicale qui donne des branches, l'hypogastrique qui donne l'origine de toutes ces branches. Donc c'est important parce que c'est ça qui nous permet de faire nos ligatures vasculaires et de sauver la patiente. Donc ça c'est toujours l'embolisation. Bon, je fais un peu vite parce que je sais qu'on est pris par le temps. Donc le traitement, c'est d'éviter, comme on a dit, l'hémorragie. Donc il faut traiter l'anémie, il faut traiter les troubles d'hémostase, et on peut rajouter également le facteur 7, qui permet d'améliorer parfois le pronostic, sauf que là aussi ça coûte un peu cher. Donc c'est des facteurs thrombosants qui permettent d'arrêter le saignement à temps, mais en fait c'est des traitements qui sont faits initialement avant d'arriver au stade chirurgical. Donc, je m'attarde. Les ligatures. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la ligature? Donc, comme je vous ai dit, patient déclaré avec une hémorragie, on fait la révision utérine, l'examen sous valve. Si ça cède, c'est bon. Et avec, bien sûr, on maintient par le syntocinon. Si la patiente, si ça donne de bons résultats, c'est bon. Sinon, on passe au sulprostone. Donc, mais au bout de 30 minutes. La première étape, c'est uniquement 30 minutes. Maintenant, le sulprostone, on se donne du temps de 20 minutes là aussi. Ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, on passe au côté chirurgical. Donc, c'est le bloc chirurgical. Là aussi, au niveau du bloc chirurgical, il y a plusieurs étapes avant de passer à l'hystérectomie. Donc, on commence par les ligatures vasculaires. Donc, il y a la ligature juste, donc, comme je vous ai dit ici, donc, au niveau de la... il y a la ligature juste de l'artère utérine, donc du pédicule utérin, donc ici. Donc, ça permet, parce que, en fait, la vascularisation utérine, elle passe essentiellement par l'artère utérine. Puis, il y a ce qu'on appelle la triple ligature, c'est-à-dire aussi bien l'artère utérine que le ligament rond en avant que l'utéro-ovarien, donc à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la triple ligature. Là aussi, ça permet d'aider. Et la troisième ligature vasculaire, et c'est elle qui vraiment nous aide le plus souvent, surtout pour les placenta accreta et le placenta percreta, c'est la ligature des hypogastriques. Et l'hypogastrique, il faut savoir que ça donne l'artère utérine, l'artère vaginale, et donc aussi bien et l'artère, une branche de l'artère vésicale. Il faut savoir que l'artère vaginale, elle vascularise également, elle donne des branches pour l'utérus. L'artère vésicale, elle donne des branches pour l'utérus, surtout pour la partie basse utérine. Donc c'est pour ça que là, par exemple, si vous avez un placenta prévia, donc on préfère la ligature des artères hypogastriques parce que ça nous permet en fait, de ligaturer toutes ces artères-là. En fait, c'est le robinet, donc on ferme le robinet de l'origine, et donc ça nous permet d'assurer une bonne contractilité utérine et d'éviter ces saignements. Maintenant, si toutes ces démarches ne marchent pas, on complète par l'hystérectomie. Il y a d'autres artifices qu'on fait assez souvent, c'est des tamponnements, c'est-à-dire des sutures au niveau de l'utérus. Donc on plaque en fait les deux parois utérines, c'est ce qu'on appelle le B-Lynch, par des points hémostatiques, en fait c'est des points. Ou encore on prend l'utérus en bretelle, et on le plaque contre la symphyse pubienne. Je sais, c'est très spécialisé, mais c'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire en chirurgie avant de faire l'hystérectomie. Et l'hystérectomie, c'est en dernier lieu. Là aussi, on préfère l'hystérectomie d'hémostase subtotale, d'accord, au lieu de la totale. Pourquoi? Parce que c'est très rapide. Ça évite le risque parce qu'au cours de la grossesse, vous avez l'urtère qui s'approche de l'utérus et on a un risque de prise de l'urtère au niveau de notre hystérectomie. Et ça évite également les blessures vasculaires, les blessures vésicales et rectales. Donc, c'est pour ça qu'on préfère généralement les hystérectomies subtotales. Si maintenant on a une hémorragie de la délivrance qui est due à un placenta prévia ou accreta, donc vous imaginez que c'est un placenta qui n'est pas inséré, là, on préfère plutôt les hystérectomies totales. D'accord? Donc, mais idéalement, c'est de l'éviter au maximum et d'essayer de faire le diagnostic le plus tôt possible, de faire, comme je vous ai dit, de suivre les étapes comme elles sont décrites, de respecter le temps et si on respecte ceci, on a dans une grande majorité, on peut éviter l'hystérectomie d'hémostase. Donc là, c'est un peu pour dire les résultats des ligatures vasculaires. Donc on voit quand même 84% de réussite. Donc les gestes de sauvetage, problème de décision, indication. Okay. Donc, il faut savoir que maintenant, et la patiente, malheureusement, elle est rentrée en CIVD, en coagulation intravasculaire disséminée.
Bon, tout ce qui nous reste, c'est de faire ce qu'on appelle le packing, c'est-à-dire, bon, comment ça se présente le CIVD, c'est qu'on a fait notre hystérectomie, on a fait notre ligature hypogastrique, mais malheureusement, ça saigne de partout. Tous les décollements saignent, tous les téguments saignent, donc il ne nous reste rien, malheureusement, à ce niveau-là. On prie le réanimateur, tous en fait, j'ai dit hello Kamel, donc on prie on prie Dieu et on dépose ce qu'on appelle le packing, c'est-à-dire on pose plusieurs champs. On veut en fait que ces champs jouent un rôle compressif sur ces côtés saignants et c'est ce qu'on appelle le packing. Et on ferme et au bout de 2-3 jours, si la patiente est stable, on fait ce qu'on appelle le dépacking, c'est-à-dire on réouvre et on retire ces champs. Ça, c'est le summum de la prise en charge. C'est-à-dire on a fait tout, mais malheureusement, la patiente est rentrée en CIVD et c'est juste le traitement médical et cette compression qui nous permet de sauver le problème. Et il y a des cas malheureusement qui en charge. Bon, ça, c'est en fait, c'est la même prise en charge qu'on a classée un peu sur un arbre décisionnel. Un appareil. Donc, on voit bien que l'hystérectomie, il faut la laisser en dernier recours, en général. On peut utiliser l'Hexacil, le Novo7, mais ça, bon, c'est le côté réanimation, donc c'est les médications à utiliser, donc l'acide tranexamique, les transfusions de culots globulaires et de culots plaquettaires, le plasma fréquent gelé, le fibrinogène, et les plaquettes. Donc les complications, donc oui, il y a des complications, c'est le sepsis. Donc une patiente qui a eu une hémorragie de la délivrance, il faut bien la surveiller, donc même après être sortie du problème, donc il faut bien la surveiller, elle risque toujours de faire une septicémie. Elle risque une thrombophlébite due à l'hypercoagulabilité ou à nos produits. Elle risque l'insuffisance rénale, donc il faut bien compter la diurèse et il faut bien surveiller sa miction. Un risque de syndrome de Sheehan dont on a parlé. On a les complications de l'embolisation aussi. Je me rappelle d'ailleurs d'une patiente qui a eu une nécrose de tout le membre inférieur. Bon, je ne sais pas si vous êtes... Donc il y a une nécrose inférieure due à l'embolisation parce que, comme je vous ai dit, c'est très sélectif. Donc si on rate un vaisseau, on risque de tomber sur, par exemple, un vaisseau qui vascularise le membre inférieur et ça peut entraîner la nécrose. Pareil pour la ligature des hypogastriques. D'ailleurs, la ligature de l'artère hypogastrique ou l'artère iliaque interne, il faut faire très attention. On est pris par le saignement, mais il faut faire très attention parce que là, vous avez l'artère iliaque commune qui se bifurque en artère iliaque externe et interne, et il faut bien s'assurer que c'est bien l'interne. Donc si on prend l'externe, on risque la nécrose du membre inférieur. Il y a des fois, et on l'a eu malheureusement, où vous avez une artère iliaque externe, bon, parce qu'il y a des variabilités, où vous avez une artère iliaque externe qui prend l'externe d'abord, bon, le chemin externe, et puis elle se courbe et elle vient en interne. Donc toujours bien s'assurer au niveau de la bifurcation et aller prendre, il faut bien prendre son temps avant de ligaturer. Et on a d'autres complications au cours de la ligature des hypogastriques, c'est de blesser la veine iliaque avec un saignement veineux important, de blesser l'urtère aussi, parce que l'urtère, il croise la bifurcation iliaque. Donc en fait, il faut bien connaître son geste et surtout de ne pas faire les choses à la hâte. C'est vrai, il faut être rapide, mais tout en étant bien méthodique dans son geste. Donc il y a les complications de l'embolisation, on peut avoir l'hématome au niveau du point de ponction, on peut avoir des douleurs abdominales qui sont transitoires, on peut avoir des sciatalgies transitoires et on a les complications de la chirurgie. Malheureusement, ça atteint même la fertilité, soit par ces ligatures. Bon, heureusement, on a eu des grossesses après ligature, mais il y a des patientes quand même qui n'ont plus de grossesse après les ligatures. Vous avez également l'hystérectomie qui est fortement stérilisante. Bon, ça, on le connaît. Il y a également l'utilisation de produits, le Surgicel, de produits thrombosants, c'est-à-dire c'est des compresses qui sont dotées de pouvoir qui permet la thrombo, qui permet d'arrêter le saignement et qui peuvent, dans le temps, qui peuvent se résorber. Donc c'est ce qu'on appelle le Surgicel. Là aussi, quand on dépose énormément, parce que quand on arrive au stade final, que je vous ai dit, il y a des saignements un peu partout, on peut remplir un peu la cavité pelvienne de Surgicel et on a eu des cas avec des douleurs très importantes, des crises douloureuses importantes. C'est le temps justement de la résorption de ce... Donc si vous avez par exemple une patiente dans le post-accouchement, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois après, et qu'elle vous dit que j'ai des douleurs de l'accouchement, bon, pensez à ce qu'il y ait
soit des hématomes persistants après la prise en charge chirurgicale, soit le fait qu'on ait utilisé justement ces surgicelles. Donc, il faut penser justement à des moyens chirurgicaux qui peuvent entraîner ces douleurs. Il faut juste calmer la patiente, traiter par les antidouleurs et surveiller au long cours. Parce que je me rappelle d'une patiente qui est restée quand même 3-4 mois avec le surgicelle apparaissant au niveau de l'échographie, au niveau de la radio, et ça a pris du temps pour se résorber et ça donnait pratiquement comme un abdomen aigu chez la patiente. D'accord ? Donc, là, c'est pour prévenir, par contre, donc prévenir à votre stade. Une patiente qui est anémique, c'est une patiente à risque de faire une hémorragie de la délivrance. Donc, ayez justement le réflexe de traiter toutes les patientes anémiques. Une patiente moins de 10 est là, c'est un grand facteur de risque de saignement au cours de l'accouchement. Une patiente, comme je vous ai dit, prééclamptique, c'est un risque. Il faut lui dire qu'elle doit accoucher dans un centre spécialisé et qu'elle risque l'hémorragie de la délivrance. Une patiente, par exemple, qui a eu un traumatisme récent, il faut s'attendre à un hématome rétroplacentaire. Là, vous devez le chercher. Et si elle accouche dans les heures qui suivent, il y a un risque d'hémorragie de la délivrance. En fait, la prévention, ça passe surtout pour traiter les patientes à risque. Et là aussi, une prééclamptique chez laquelle on a traité, on a assuré une certaine stabilité tensionnelle, ça permet d'éviter cette hémorragie. Donc, ça passe par une bonne formation et une bonne... Il faut également qu'il y ait des kits au niveau des centres, il faut des protocoles bien écrits, accessibles, une procédure d'appel d'urgence. Donc ça, c'est important pour éviter tout ce qui est inévitable. Donc l'accouchement par voie basse, ça c'est pour les prises en charge un peu spécialisées. Donc c'est une guerre mondiale en fait contre l'hémorragie, il faut se mobiliser. Il faut apprendre à tout le monde la délivrance artificielle. Il faut que tout le monde sache la faire. D'accord ? Donc, on n'est pas obligé d'être obstétricien pour faire une révision utérine. C'est un geste simple et c'est un geste qui sauve énormément. Donc, il faut également la suture d'une épisio mal faite ou la suture d'une lésion. Ça, on doit savoir la faire. On n'est pas obligé d'être obstétricien pour le faire. Donc, il faut savoir la faire avant de... Et puis, malheureusement, le sulprostone, il doit être... Surtout que maintenant, on a enlevé le prostaglandine, le cytotec, qu'on utilisait largement pour l'hémorragie de la délivrance au Maroc, et maintenant qui n'existe plus dans le marché français parce qu'on se l'a approvisionné généralement de France. Bon, il est rentré au Maroc à un certain moment, mais malheureusement, maintenant, il sera plus dans le marché. Donc, et ça nous sauvait. Bon, quoique il n'a pas l'AMM, on dit qu'il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour l'hémorragie de la délivrance, mais on voyait énormément de cas où ça marchait. Pareil, par exemple, pour les centres de santé, je sais, parce que j'ai travaillé en tant que santé, je sais que vous avez les dérivés d'ergo, le méthylergométrine, c'est-à-dire le métergin. Le métergin nous aide également par une injection intramusculaire. Donc, une injection, bien sûr, après avoir fait la révision utérine. Une injection de métergin, ça nous aide beaucoup. Ça permet de rétracter une rétraction rapide de l'utérus, ça permet d'arrêter le saignement. Sauf que la patiente ne doit pas être hypertendue, parce que la principale complication, c'est l'hypertension suite au métergin. Donc, et puis, les procédures, bien sûr, si on a tout fait, donc c'est l'hystérectomie c'est en dernier. Oui, voilà comme dit la com. Je vais vous dire, mais vous criez que la plupart des accidents de la délivrance sont produits et surtout aggravés par des erreurs de technique, par des insuffisances de surveillance, par la timidité ou le retard apporté à user des thérapeutiques. Et merci.